Bonjour à tous, nous espérons que le travail des différents ateliers et des Speaker Corner ont été enrichissants pour tout le monde. Ça fait 24 ans que nous avons organisé le premier congrès ici au niveau du Palais des Congrès et ça fait plus de 20 ans que nous avons créé le groupe Ciudades Educadoras. Et donc, pendant cette table ronde, eh bien, nous allons passer en revue justement ce qui s'est passé pendant toute cette époque. Mais nous ne voulons pas simplement parler du passé. Nous voulons aussi rappeler les étapes qui ont été franchies pour pouvoir mettre en place un projet d'avenir. Donc, vers où devons-nous aller? Quels sont les défis que nous allons devoir relever pour que les villes soient ouvertes et accueillantes? Et donc, pour présenter cette table ronde, eh bien, nous n'avons trouvé personne mieux que Madame Pérez Oliva, qui s'occupe du master en journalisme de l'Université autonome de Barcelone, pardon. Bonjour à tous. Bon, nous sommes un petit peu en retard, vous le savez. Et donc, je vais vous dire que je vais être extrêmement vigilante sur le temps. Je regrette de devoir avoir ce rôle, mais nous n'avons pas le choix. Donc, c'est une table ronde qui a pour but de vouloir créer une passerelle entre le passé et l'avenir en passant par le présent. Ça fait 24 ans, comme je dis, qu'a eu lieu ce premier congrès de villes éducatrices et 30 ans que nous avons créé cette association, et non pas 20 ans. Donc, pendant toutes ces années, nous avons énormément travaillé, nous avons vraiment mené à bien un grand nombre d'activités, nombre des expériences et bien débouché sur des progrès, et sur des avancées. Mais de temps en temps, il est bien de s'arrêter, de faire le bilan et de voir un petit peu où nous nous dirigeons. Et pour ce faire, eh bien, il nous faut observer le monde tel qu'il est. Monde qui est en perpétuel changement, vous le savez. Donc, si l'on veut définir ces années, eh bien, nous pourrions dire que nous sommes dans une phase de changement accéléré. Je dirais que c'est une description assez précise de l'époque que nous vivons à l'heure actuelle. Ce sont une époque de complexité croissante et aussi d'accélération croissante, ce qui complique chacun des processus, puisque ceux-ci sont de plus en plus rapides et nous avons de moins en moins de temps. Et cela crée aussi une plus grande confusion pour voir ce que nous devons faire pour suivre ce rythme. Donc, je pense que le terme qui définit le mieux l'état d'esprit de la plupart des citoyens, eh bien, c'est le mot incertitude. C'est un mot-clé, hein. Non seulement parce que nous vivons dans une époque de changement, mais aussi nous changeons d'époque en tant que telle. Et donc, cela veut dire que des changements très profonds au niveau des paradigmes ont lieu, notamment au niveau de l'éducation, mais au niveau de l'éducation urbaine. Donc, il est assez important ici de voir comment nous pouvons faire face à ces changements qui ont lieu au niveau des villes. Et on parle ici, de voir comment cela a une influence sur les villes et comment nous pouvons prévenir certains changements ou accompagner certains changements. Donc, sur base des principes de la charte de Ciudades Educadoras et de différentes pratiques consolidées, mais il nous faut ouvrir de nouvelles perspectives, d'aller vers l'idée d'une ville éducatrice qui satisfasse les besoins des citoyens qui vont y vivre, qui vont s'y rendre. Et ce ne sont pas les mêmes citoyens qu'il y a 20 ans. Ce sont des citoyens qui vont avoir d'autres besoins. Et aujourd'hui, nous avons 3 orateurs de luxe qui ont une biographie qui occuperait tout le temps qui m'est imparti, mais j'aimerais cela dit, présenter certaines caractéristiques. Qui ne connaît pas Turin? Ici, il y a Monsieur Lorenzo Fiorenzi. Et vous voyez que dans la ville de Turin, nombre des innovations viennent de Monsieur Alfieri, qui, au-delà de pédagogue, est aussi directeur d'école, qui a travaillé dans différents départements de la mairie, qui a écrit énormément de livres dont je ne vais pas parler maintenant puisqu'ils sont dans sa biographie. Vous connaissez aussi, j'imagine, ceux qui sont de Barcelone et ceux de l'extérieur aussi, de John Manuel del Pozo, qui a été conseiller de l'éducation en Catalogne et qui est professeur de philosophie à l'université de Gérone. Et qui a travaillé surtout en termes de philosophie de l'éthique et qui vient de publier un livre que je vous recommande qui s'appelle Educacionario, qui appelle à sentir l'éducation par le biais de plusieurs concepts. Et il y a plus de
temps, il a été nommé syndic des Greuers de la ville de Gérone, qui est une fonction intéressante. Et ensuite, il y a Angélica Sátiro. Vous la connaissez certainement de par son travail visant à aider les professeurs et les entités à enseigner la philosophie pour que les enfants ou les jeunes aiment la philosophie et puissent la comprendre. Mais je dirais que c'est une personne curieuse qui a développé plusieurs projets. Elle est la directrice de la maison créatrice et elle a créé un réseau de réseaux il y a plusieurs années qui se spécialise dans l'innovation sociale. Non seulement en termes d'éducation, mais aussi en termes de création et de créativité qui implique les jeunes. Et en tant que représentante aussi de notre organisation, elle s'est rendue auprès d'institutions plus ou moins grandes, tout type d'écoles et de centres. Et c'est pour ça, je pense que peu de personnes pourront avoir la vision, une telle vision transversale que Madame Angélica Sátiro. Donc, nous allons commencer à passer en revue le passé, mais sans pour autant y rester. Bon, je demanderai au premier orateur que sur base de ses expériences et de ses bonnes pratiques, et des bonnes pratiques de Ciudad de Cadoras qu'il connaît, puisque lui-même il les a fomentées, quel est selon lui les pratiques que nous devons conserver et quels sont les nouveaux paradigmes que nous devons introduire pour que Ciudad de Cadoras puisse devenir une réalité, soit des villes éducatrices. On m'a dit que je peux parler italien, c'est vrai? Ah, ça me rend vraiment heureux. Parce que comme ça, j'ai une difficulté en moins. Je vais dire tout de suite. Je vais dire peut-être quelque chose de polémique, mais quelque chose aussi doux. C'est doucement polémique. Moi, je crois que sur ce sujet, nous devons être très linéaires. Nous devons être très simples par rapport à cela. Et on ne doit pas se faire prendre par la tentation de la complexité. Parce que dans la complexité, une idée telle que la ville éducatrice risque de se perdre, une idée comme celle-ci. Donc, ma brève intervention essaiera d'être très simple, très linéaire. Et je vais commencer justement par le souvenir de comment est née cette idée, parce que je dois dire franchement que c'est une occasion, celle-ci. Enfin, la préparation de cette rencontre, ça a été une occasion pour moi de vérifier la modernité de cette idée encore, parce que cette idée est très actuelle. En fait, je n'arrive pas à partager cette idée que tout est changé, que ce qui était valable il y a 20 ans, ce n'est plus proposable de nos jours. Donc voilà, et je vais essayer de démontrer cela. Et en ce qui concerne mon expérience, par rapport surtout à l'histoire et par rapport à ma ville, je voudrais vous parler de ce parcours. Tout commence, si nous voulons, bien avant nous, à la fin de 1900, quand un philosophe américain très fameux, John Dewey, écrit un livre fondamental. Le titre est « La société et l'école », ou « L'école et la société ». Et il nous dit que tout ce qui est fait à l'école, disons-le ainsi, le critère de qualité de l'école, on le retrouve dans le fait que ce qui est fait à l'école a une retombée concrète par rapport à ce qui est en dehors de l'école. C'est un critère simple, comme vous voyez, mais productif, qui génère plusieurs choses. À partir de cette idée est née une histoire que l'on appelle le mouvement de l'école active. C'est le mouvement freiné en Italie. Ah non, excusez-moi. Dewey ajoutait quelque chose d'autre. Comment fait l'école pour avoir une retombée dans la société? Il ajoutait cela. L'école doit éduquer par rapport à la vie. Et l'instrument didactique fondamental pour éduquer à la vie, c'est la vie même. Ça, c'était la force de cette pensée de ce philosophe pragmatique américain.
Donc, comme je disais, le mouvement donc, de l'école active a interprété d'une façon très écolière cette idée. Et il a dit, donc, si l'école doit préparer à la vie, alors, dans l'école, et l'école doit être organisée comme la vie, mais une vie en miniature à l'intérieur de l'école. Ça a été donc le passage suivant qui a été fait, très important depuis plusieurs points de vue. Donc, dans l'école, on fait du théâtre. Dans l'école, on fait du jardinage. Dans l'école, on fait du sport. L'école est une miniature de la société parce que l'école doit préparer la société. Donc, les techniques et aussi les matériaux et aussi les espaces de l'école doivent être une société en miniature. Ensuite, par rapport à mon expérience personnelle, nous arrivons en 1975, quand dans notre ville, un groupe de protagonistes du travail et de l'école expérimentale, et donc de cette école active, comme on l'a appelée, et j'y appartenais, sont devenus les administrateurs. Et c'est à partir de là que s'est déclenchée l'idée fondamentale, l'idée de dire, mais pourquoi miniaturiser la ville dans l'école et ne pas faire, en revanche, ou ne pas mettre à disposition de l'école la ville? Ceci, bien entendu, demande deux choses. Premièrement, que l'école utilise la ville, donc que l'école accepte cette proposition, et ensuite que la ville s'organise pour qu'elle puisse être utilisée par l'école, parce que ce n'est pas aussi simple que cela. Que l'école utilise la ville ou que la ville, vice-versa, devienne une grande école, non? Notre expérience, le maire, nous-mêmes, nous avons parlé avec la ville et nous avons créé un discours simple à nouveau. Le fait que l'école éduque pour la vie. Et ça, c'est intéressant, non pas simplement pour l'école, mais aussi pour la ville et le système de la ville, parce que l'école peut être aussi une auto-référence. Mais qu'est-ce que fait la ville d'une école auto-référence? Ce principe a été à nouveau très productif parce que plusieurs composantes de la ville, du système ville, et non pas simplement les culturels. Et ça a été autre chose de tout à fait intéressant. Donc, pas simplement les bibliothèques, les théâtres et tout cela, mais les industries, les services, l'ordre public ont accepté cette idée complètement originale, justement d'accueillir les personnes de l'école à n'importe quel âge pour faire comprendre, pour justement qu'ils puissent toucher, avoir un contact direct. Et ceci était vu comme un investissement pour l'avenir et pour le citoyen, donc de l'avenir. Bien, donc nous avons eu un autre passage fondamental et c'est le fait que nous avons constaté que la relation directe et non par l'intermédiaire de l'enseignant et donc non miniaturisé, mais le rapport chaud, caliente, je dirais en espagnol, ce rapport chaleureux servait à la formation. Donc, c'était impressionnant pour les enfants, les élèves. Et cela nous faisait penser que ça allait être une relation bien plus productive par rapport à la relation froide de l'enfant et l'école. Ceci ne veut pas dire que l'école n'est pas une fonction, mais la fonction, donc, pour la réflexion doit être faite, cette réflexion sur quelque chose de vrai. Et le rapport direct entre les enfants à l'école et les personnes vraies qui font vivre la ville dans tous les secteurs, qui produisent la ville, nous l'avons considéré comme quelque chose de très précieux. Donc, le pas suivant a été, c'était même un saut, si la relation, non plus les enfants, mais les citoyens maintenant, donc, et la ville, cette relation directe
et non pas à travers un intermédiaire et non miniaturisé. Cette relation est tellement productive, alors peut-être le problème n'est pas la ville qui se met à disposition de l'école, mais le problème c'est la ville qui se met à la disposition des citoyens et donc qui se pose le problème, et ça en fait c'est ce qui est essentiel. Le problème donc se pose d'aider les citoyens dans toute leur existence pour comprendre tout d'abord l'environnement où ils vivent, donc la ville, mais ensuite aussi le monde, pouvoir le comprendre. Et il est évident que cette idée qui a amené à la création de la ville éducative est bien plus délicate par rapport à l'idée de mettre à disposition simplement de l'école les différentes ressources de la ville. C'est quelque chose même qui fuit, c'est fuyant, mais beaucoup plus important en fait. Donc, on est passé. Et je veux dire que le travail entre la ville, l'école, à Turin, ce travail va de l'avant. Chaque année, et je ne veux pas dire simplement Turin, mais dans d'autres villes, même la commune, la municipalité met à disposition de l'école des centaines de propositions, des centaines d'offres. C'est un discours constant, donc la ville aux enfants. Et il y a une nouvelle ligne de pensée qui est surgie à partir de là, qui a été justement une initiative de type éducative qui s'est diffusée dans tout le système. En passant, et je vais conclure parce que je crois que j'ai employé tout le temps qui était à ma disposition, je voudrais simplement vous donner la formule pratique pour l'organisation. Dans le fond, c'est la chose suivante. La ville, toujours la ville, comme entité politique, demande plusieurs protagonistes et plusieurs éléments de la ville, exactement comme il l'avait fait pour la ville. Il fait appel à ces protagonistes et dit, chacun d'entre vous, de par vos compétences et vos possibilités, vous devez vous occuper, vous devez insérer parmi vos priorités l'offre ou la création de conditions permettant aux citoyens, au cours de leur vie entière, de comprendre, de participer. Donc, c'est un plan stratégique, entre guillemets. Le plan stratégique, c'est la chose suivante. C'est un pacte entre tous. Et il m'a pas semblé que c'était difficile, cela. C'est un pacte entre tous. Donc, on devrait se mettre d'accord. Chacun va pouvoir développer sa propre fonction. Je ne peux pas donner d'exemple maintenant. Mais c'est impressionnant quand on vérifie, on constate, et c'est impressionnant de voir combien d'individus ont accepté cette idée et que les initiatives sont prises. Si ensuite ces initiatives sont vues en commun, comme on le voit dans un plan stratégique, c'est impressionnant de voir la quantité d'occasions que les citoyens ont, justement, de pouvoir connaître, réfléchir, discuter et se souvenir que le problème de l'éducation non pas simplement donc de l'école, mais l'éducation en général, c'est le problème numéro 1 de notre société. Parce que c'est ça qui est important aussi, ce ne sont pas simplement les contenus. Et je conclus en disant, quand on dit que les choses ont changé par rapport à il y a 20 ans, moi je dis, les choses ne sont pas changées, elles se sont transformées, surtout par rapport à leur contenu. Mais la méthode, c'est-à-dire la pensée qui avait derrière, le frame pour dire, donc la structure qui était derrière, et c'est ce que j'ai essayé de vous présenter ici dans mon intervention en utilisant des paroles simples, des mots simples. Pourquoi il y a ce changement? Je dis cela parce qu'il y a les nouvelles technologies, il y a la mondialisation, il y a plein de valeurs nouvelles. Mais ça, c'est des contenus, en fait, qui s'ajoutent et qui font que cette méthode
de pensée et de travail est toujours plus nécessaire parce qu'il y a de nouveaux problèmes et donc il y a la crise, il y a la transformation de la production. Et pensons dans une ville comme Turin qui vivait du secteur automobile, qui vivait des industries manufacturières et qui maintenant se sont délocalisées en Chine, partout. 150 000 travailleurs qui travaillaient à la Fiat, 150 000 sont devenus 50 000. Donc, il y a des changements. Mais pourquoi ces mutations mettent en crise la ville éducatrice? Voilà. Alors, moi, je ne trouve pas qu'il y ait un sens par rapport à cela. Merci. Il est clair qu'on pourrait vous écouter 2 heures. Et c'est un grand sacrifice de devoir résumer et condenser autant, mais on vous a demandé donc de résumer. Je regrette, le format est celui-ci. Maintenant, nous allons passer la parole à M. Del Pozo. À partir de cette idée que les contenus changent, les circonstances changent, mais aussi la fonction. La fonction est toujours valable. Et elle est importante. Donc, comment nous pourrions identifier quels sont les nouveaux agents qui ont une responsabilité de mener à bien, non pas simplement cette fonction éducative, mais l'adaptation nécessaire. Quelle serait cette adaptation? C'est un grand défi, en fait, essayer de répondre à cela. Mais notre engagement est donc de donner un apport, une contribution. Ma réponse est la suivante. C'est trop facile, c'est assez clair. Nous sommes tous des opérateurs, tous des agents. Une des caractéristiques que la société actuelle a comme problématique plus importante, c'est peut-être la fuite, le fait que la responsabilité est déléguée. Il y a un jeu constant de transfert de responsabilité entre les institutions, les techniciens, les politiciens, les professionnels, parents, enfants, professeurs. Il y a donc une espèce de peur d'assumer la responsabilité car nous sommes victimes d'un processus de mondialisation qui nous altère les cadres de référence. Bauman a expliqué cet état de liquidité. Donc, voilà, je crois que dans cette situation, justement, parce que nous sommes ici où nous sommes, les villes éducatrices, nous avons comme revendication le substantif, ceci aussi connecté avec l'adjectif. Le substantif, le nom, c'est la ville. L'adjectif, éducatrice. Donc, on ne sait pas finalement qu'est-ce qui est plus important, si le nom ou l'adjectif. Joseph Pla disait que c'était les adjectifs qui étaient plus importants, mais pour d'autres, c'est les noms, parce que sans un nom, un adjectif ne se soutient pas. Donc, ce que je voudrais, c'est revendiquer la citoyenneté de la ville. Si on parle de ville éducatrice, nous pouvons donc invoquer une espèce d'anticipation prophétique par rapport à un grec du Simonide. La phrase, je vais la dire en grec et puis je vais la traduire. La ville enseigne aux hommes. Et la ville est justement la totalité des personnes qui la forment, des institutions et des dynamiques de participation, des propres décisions qui étaient prises dans l'agora, sur la place. Et c'est ça qui construit l'éducation. Si nous croyons l'idée qu'en tant que ville éducatrice, nous devons y croire parce que cela fait partie de notre âme, alors ceci veut dire que si nous arrivons à construire des villes de citoyenneté pleine, nous obtiendrons une éducation pleine qui sera aussi complétée, comme dit l'expression italienne, scolasticamente. Donc, de façon académique pour nous, sera complétée par l'éducation formelle, officielle. Mais l'erreur dans notre société, c'est que toute l'éducation se produit simplement à l'école. Donc, c'est une revendication de la citoyenneté, en fait, dans un monde de globalisation qui entraîne tout de façon très rapide. Les changements sont constants. La citoyenneté peut être la ville et la ville peut être une référence de proximité encore fiable. Donc, dans un monde globalisé, la ville peut offrir aux citoyens des points de référence ayant une stabilité pour construire la vie de façon digne et responsable. Mais qu'arrive-t-il dans la globalisation, dans la mondialisation? Il y a des effets négatifs très clairs. Maintenant, nous n'avons pas le temps de les analyser, mais ça, essentiellement, c'est la fragilisation. On en a parlé lors de l'inauguration, la fragilisation de l'espace public, la liquidité culturelle, on en a parlé, et aussi la rupture accélérée. Le livre qui a été cité ce matin aussi le démontre, Le Capital.
de Piketty, de la cohésion sociale, la rupture de la cohésion sociale. Et donc, fragilité de l'espace public, rupture de la cohésion et liquidité menacent la construction personnelle, menacent la stabilité et la construction personnelle qui est un objectif au centre de l'éducation. Donc, on connecte la politique ici, la citoyenneté et les effets de l'éducation. Cela ne veut pas dire que nous devons faire un diagnostic pessimiste de la mondialisation, parce que cette mondialisation amène aussi des facteurs positifs et je crois que du point de vue de l'analyse éducative, nous devons tenir compte des indicateurs. La globalisation, par exemple, a accéléré, a intensifié la migration et les migrations ont multiplié la diversité culturelle et ça, c'est une richesse en fait. Et en Catalogne, on le sait et nous avons un exemple qui nous montre que ces 15 dernières années, notre société se sont améliorées en diversité et en enrichissement culturel et aussi la facilité des communications. Communiquer est fondamental pour les êtres humains et on peut se communiquer bien mieux de nos jours qu'il y a 15 ans. Et puis il y a un autre point important, le fruit d'une globalisation, c'est le sens de cette liberté que nous avons acquise. Et ceci est positif et favorise le processus de la citoyenneté et le processus éducatif. Dans la ligne de cette idée de la citoyenneté, je voudrais citer 2 citations d'un auteur classique d'une part, latin, non pas grec, et aussi un auteur contemporain. Cicéron, dans son livre sur la République, qu'on connaît comme le rêve de Scipion, il dit cette phrase solennelle par rapport à Oville. Celui qui gouverne le monde aime ce qui se fait sur la terre par rapport au groupe d'hommes associés, par rapport au droit qui s'appelle les villes. Donc, si on cherche simplement la bénédiction divine, cela est dirigé pour ce qui est le mieux sur la terre. Donc, que ces êtres humains se regroupent et ceci crée les villes. Mais bon, laissons de côté les classiques et parlons d'un auteur contemporain, un philosophe Sloterdijk allemand, qui dit « C'est un fait complètement décisif et que l'on n'a pas encore considéré de son importance que toutes les grandes cultures soient des cultures de ville. L'être humain supérieur était et est un animal constructeur de villes. Dans ce monde où nous nous trouvons de mondialisation à outrance, la ville surgit comme un besoin ayant un profil fort, ayant des références et étant stable pour la vie des citoyens. Et dans cette idée de la citoyenneté, je tiens compte de ces caractéristiques qui nous relient à ce qui est éducateur, et c'est un adjectif. Selon l'idée classique, la bonne citoyenneté, c'est l'addition de ce que disaient les Grecs, l'éducation, l'instruction, la culture et l'idéal de la beauté. Cette païdéia était essentielle dans la formation des citoyens grecs. Il y avait les esclaves, les femmes et les étrangers qui étaient exclus. Donc les Grecs n'étaient pas parfaits. Mais ils disaient que la citoyenneté est donc cet idéal grec plus l'idéal romain du droit, le droit du consensus juris que disait Cicéron dans la définition de la République, et finalement la dignité individuelle inviolable qui porte au philosophe Kant à un contexte du XXe siècle de nos jours de droits sociaux auxquels on ne peut pas renoncer. Tout ce pack, paideia, droit, dignité individuelle et droits sociaux irrénonciables, ça c'est l'âme de la citoyenneté. Et qui peut nier que justement l'exercice bien fait, l'exercice de cette mixité de facteurs est justement éducateur dans ce sens. C'est la construction des personnes. Si ceci se produit d'une façon assez bonne, non pas idéale, on construit les personnes et on obtient des résultats éducatifs. J'ai encore du temps, 2 minutes. OK. Ces 2 minutes, je vais les consacrer à un point qui est fondamental pour moi. La thérapie
pour avancer face aux effets négatifs de la mondialisation qui seront anti-éducatifs, c'est tout d'abord une réflexion sur les racines culturelles et sociales de cette notion de la citoyenneté, dans la ligne que j'ai avancée avant, et une récupération éducative et sociale de la sève de cette citoyenneté. Ce qui éduque le plus, et ceci est lié aux idées de Twin, ce qui éduque le plus, c'est ce qui est vécu. Et par conséquent, si nous obtenons la construction d'une citoyenneté pleine, le vécu interne de cette construction est une grande leçon, comme j'ai dit auparavant, de citoyenneté. Nous sommes en train de faire comme le curriculum caché ou implicite. Donc, c'est une quantité énorme de CV cachés où la construction et l'éducation des personnes est en jeu et ce curriculum doit être créé par une ville bien construite. Je termine par la lecture d'un fragment d'une œuvre intéressante de la philosophie politique de Pierre Razon-Vallon. Le titre est « La légitimité démocratique » où l'on revendique un type d'action politique en faveur de la citoyenneté qui intègre ce qui est appelé indispensable et qui incorpore ceci à la politique. Le facteur, c'est les soins. Que l'éthique demande des soins, c'est évident. Mais en politique, comment on peut le faire? Et cet auteur dit cela. Il faut considérer comme complémentaire deux dimensions de l'éthique. La discussion des règles justes, d'une part, et la détermination de comportements de soins à l'autre. Le soin a comme fonction de réhabiliter le deuxième aspect qui est caché ou minimisé la plupart du temps. Cet aspect du comportement concret, idéal. Et quelques lignes après, il parle de Martha Nussbaum, une expert reconnaît la contribution philosophique des œuvres car elles permettent de comprendre les choses d'une façon spécifique à partir de la complexité de personnages et de situations. Et le philosophe Wittgenstein a lutté toute sa vie contre ce qu'il appelait le souhait constant de la généralisation et en méprisant les cas particuliers. Le philosophe se base sur une attention initiale au premier étage grossier. Un pas en avant qui est fait consiste à passer d'une éthique fondamentale à une politique. Il existe, comme on l'a dit auparavant, une demande sociale d'une politique de soins par rapport à la particularité. Donc, il s'agit d'une redéfinition de la démocratie en tant que conduit, une connexion. Le cadre de réalisation de cette proposition qui est éthique et qui est politique, comme Aristote le voulait aussi, le cadre idéal, c'est le citoyen dans cet esprit de citoyenneté. Nous voyons donc que la philosophie suit ou est toujours la discipline qui nous donne des notions très fortes et aussi des cadres dans lesquels on peut agir. Angelica, avec son expérience en tant qu'éducatrice et philosophe, mais aussi en tant qu'activiste sociale, en tant que dynamisatrice et créativiste de processus, je crois qu'elle peut nous donner maintenant plusieurs inputs, idées, suggestions sur que doivent faire les villes éducatrices à l'avenir. Et je ne sais pas si ce sera d'ici 10 ans, 50 ans ou d'ici 2 mois. Parce que justement, dans notre temps, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer dans 2 mois. Comment tu vois les choses? Bien, je vois un défi. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde, aux Brésiliens notamment. Bon, je vais présenter 5 idées en 15 minutes. Et ce sont 5 idées provocatrices pour problématiser. Nous allons retourner la crêpe.
Donc, ça pourrait nous permettre d'envisager ce que pourrait être le futur, l'avenir des villes éducatrices. Donc, la première idée est la suivante. La ville éducatrice n'existe pas. Vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait là, au cours de ce séminaire? La ville éducatrice est une utopie. La ville éducatrice est cette ville qui nous remue, qui nous amène à réfléchir au type de ville que nous voulons avoir, que nous voulons créer. La ville éducatrice est constituée par chacun d'entre nous ici, mais il s'agit de tentatives multiples, d'efforts multiples visant à transformer une réalité et visant à mettre en pratique l'utopie reprise dans la charte des villes éducatrices. Donc, je dirais que la première idée de force est celle-ci. Cette ville éducatrice n'existe pas. Et donc, à partir de là, comment est-ce que pourrait être l'avenir pour faire en sorte que celle-ci existe? Donc, comme le disait Galeano lorsqu'il a cité Pirre, à quoi sert l'utopie? Eh bien, l'utopie sert à marcher, sert à avancer, sert à vouloir être atteinte. Donc, la ville éducatrice, en fait, nous permet de créer la ville éducatrice dans la réalité. Et ici, permettez-moi de faire une analogie avec le diamant. Pour moi, la ville éducatrice, c'est un peu comme le diamant. Le diamant est le minerai le plus dur, qui est invincible, inaltérable dans son pouvoir essentiel. Il brille et lorsqu'il est bien taillé et bien protégé, c'est le minerai le plus important qui existe. Et donc, l'utopie de la ville éducatrice est d'être invincible dans sa mission éducatrice, d'être inaltérable dans sa valeur et son identité, d'être souhaitée, désirée par ses habitants et brillante sur la scène nationale et sur la scène internationale. Voilà l'utopie, donc. Et je vous laisse réfléchir pour essayer de voir comment nous allons pouvoir faire en sorte que chaque ville qui est représentée ici brille comme un diamant. Idée numéro 2. Comment pouvons-nous obtenir cette ville diamant utopique? Eh bien, tout commence avec le regard. Tout dépend de la façon dont nous regardons. Le regard que nous devons porter sur nos villes doit être un regard problématisant et émancipant. Car en fonction de la façon dont nous allons voir notre ville, appréhender notre ville, alors nous allons agir. Regarder de façon émancipatrice implique de regarder avec des envies d'agir, avec des envies de faire partie du changement, avec l'envie de construire. Et c'est le regard que nous allons devoir stimuler et faire naître chez nos citoyens et chez nous-mêmes, nous qui sommes les gestionnaires de ces villes. Et donc, j'aimerais aussi vous offrir une question. Que voyez-vous lorsque vous regardez nos villes? Comment est-ce que vous regardez nos villes? De façon posée, tranquille, sereine, pour laisser que les choses qui sont encore occultes puissent émerger à la superficie, pour que ces recoins obscurs puissent être dévoilés? Ou est-ce que l'on regarde la ville toujours par le filtre des problèmes que nous connaissons, parce que les villes, vous le savez, sont complexes, etc. Mais je pense que le regard émancipateur convoque et provoque l'action, et je pense que c'est le regard dont ont besoin les villes pour que nous puissions construire les villes éducatrices diamantines. Je pense que ce regard constructeur permettra de trouver des possibilités différentes, de changer de perspective, de changer l'échelle de valeur, l'échelle de ces perceptions. Souvent, nous sommes face à un problème qui n'est pas si important, mais qui occupe toute notre perception. C'est un problème que nous devons réduire pour pouvoir avoir une vision plus large. Chaque ville est enceinte d'un certain nombre de villes différentes. Donc, comment pouvons-nous créer cette ville diamant? Eh bien, il faut miser sur l'intelligence collective, sur le cerveau social. Nous développons l'intelligence de nos citoyens, mais est-ce que nous développons une intelligence qui débouchera sur cette ville éducatrice? Puisqu'au fond, je pense que les solutions se trouvent au cœur des problèmes partagés. Idée numéro 3.
Être original et de revenir aux origines. C'est une citation de Gaudi. Lui, était son retour à la nature, d'où son architecture organique. Mais quelle est l'origine de la ville éducatrice? Eh bien, c'est la propre condition humaine. La condition humaine et la condition urbaine. Nous sommes des êtres urbains. Et si je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, parce que Juan Manuel del Pozo nous a déjà parlé de ce concept, à savoir que dans les villes, nous sommes construits en tant que personnes, mais aussi nous sommes aussi constructeurs de la ville. Donc, les réseaux de communication globalisés immenses dont nous avons parlé sont en train de produire une solitude urbaine. Le local est envahi par le global. Donc, dans les villes, on voit que habite la fatigue du monde hyperactif. Et donc, pour créer une ville éducatrice, une ville diamant, il va falloir dépasser cette solitude urbaine. Il va falloir s'en remettre à l'éthique Ubuntu, qui sont des peuples de l'Afrique du Sud. Je suis parce que nous sommes. Pour pouvoir créer ce futur, cet avenir de ville éducatrice, nous avons besoin du contact, nous avons besoin de la rencontre, nous avons besoin de se frotter les uns aux autres. La créativité existe dans le frottement qui se fait entre les uns et les autres. Cette solitude, cette invasion du global dans l'individuel et dans le local doit être dépassée. Idée numéro 4, inventer l'avenir en partant du non, en partant des exclus et en partant des marginaux ou des marginalisés. Il faut que cela soit la base de la créativité, de l'inclusion, de la participation, comme nous l'avons vu. Et lorsque j'ai pensé à ce que j'allais dire, je me suis dit, quel est le projet? Eh bien, le projet est un exercice créatif qui va vers l'avenir, qui est orienté, c'est une action ordonnée, qui va au-delà de l'immédiateté. C'est une action avec une vision, avec une imagination. Et donc, il faut prendre en compte que nous voulons travailler en ayant pour devise le fait que la ville éducatrice est une ville qui inclut, une ville inclusive, et voir comment nous pouvons créer de cette ville diamant. Eh bien, c'est en créant depuis l'exclusion, c'est-à-dire qu'il faut que les exclus, les déchets, les rebuts de notre société, de notre ville soient envisagés comme étant les gros potentiels créateurs. Tout ce qui ne fonctionne pas dans la ville, et c'est notre point de départ pour créer. Les non-lieux doivent être transformés en lieux. Les citoyens exclus sont là pour nous montrer qu'il faut les inclure. Pas inclus par pitié, mais inclus parce qu'il y a une intelligence qui est perdue. Le cerveau social d'une ville a besoin de chaque unité de la ville, et le regard du marginal, de l'invisible, est un regard qui permet de voir la ville dans son ombre et qui permet, à partir de cette ombre, de pouvoir aller vers la lumière brillante du diamant. Idée numéro 5. J'espère que je vais tenir dans les 15 minutes imparties. Comment pouvons-nous construire cette ville éducatrice diamant utopique? Eh bien, il y a plusieurs réponses possibles, mais ici, je vais me concentrer sur 2 axes. D'une part, il faut penser sur nos potentialité en tant que gestionnaire public. Que fait un agent public dans une ville? Eh bien, il essaye d'organiser, d'ordonner la vie sociale, de faire en sorte que la ville revienne à sa normalité. Mais moi, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que la normalité d'une ville éducatrice? Souvent, la normalité nous amène à l'atopie, non pas l'utopie qui nous impulse à créer, mais à l'atopie, c'est-à-dire au mal-être des individus et des collectifs, c'est-à-dire penser à un ordre qui ne nous représente pas. Souvent, revenir à la normalité, c'est revenir à ce mal-être. Donc, nous devons
affronter cette réalité, transformer cette normalité. Voilà la créativité, la création de la vie humaine. Transformer le mal-être en bien-être, transformer l'atopie en utopie. Voilà de quoi il s'agit, en fait. Être une ville ou avoir une ville éducatrice, c'est aller au-delà du malaise, du mal-être existant dans la ville et de générer de l'enthousiasme pour créer une ville rêvée et désirée. Et nous, en tant qu'agents publics, nous avons une vie dure, nous devons faire face à des problèmes quotidiens, mais il ne faut pas oublier certains principes que des gens assez créatifs ont utilisés en leur temps, à savoir lancer de grands projets comme Martin Luther King qui a eu un rêve et qui l'a mené à bien, chercher des réponses multiples comme Thomas Edison, qui jusqu'à présent, certes s'est trempé, mais a, cela dit, pu développer énormément de brevets. Il a pris des risques, il a cherché plusieurs réponses. Il ne s'est pas contenté avec la première réponse trouvée. Il faut aussi combiner des choses différentes, comme l'a fait Gutenberg, chercher à travailler en équipe comme Disney, ou avec différents arguments comme l'a fait Agatha Christie, ou imaginer l'impossible comme John Lennon. Il s'agit de s'adresser, de s'atteler à l'inconnu comme l'a fait Christophe Colomb. Désolée, je l'ai dit en portugais, je me suis un petit peu emballée. Quoi qu'il en soit, pour résumer, comment pouvons-nous mener à cela à bien? Eh bien, dans la gestion quotidienne de la ville éducatrice, il faut faire en sorte que l'ordinaire devienne l'extraordinaire. Et il faut persévérer malgré tous les échecs, puisqu'il y aura des échecs. Ils font partie de l'histoire. Et surtout, en aucun cas, il ne faut perdre la passion pour l'apprentissage, puisque dans une ville éducatrice, lorsqu'il s'agit d'une ville éducatrice basée sur la vocation, eh bien, ce sont des citoyens qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre. Et enfin, pour terminer, comment pouvons-nous faire en sorte que cette utopie de ville éducatrice qui n'existe pas encore, comment pouvons-nous faire en sorte qu'elle devienne réalité? Eh bien, en faisant en sorte que les mots de la charte, que les principes de la charte et que les mots des principes de cette charte soient vivants, c'est-à-dire qu'ils viennent de l'intérieur du corps des citoyens, qu'ils passent sur les épidermes des villes et des rues, qu'elles soient respirées à chaque coin de rue. Et le jour où cette charte, avec toutes les valeurs qu'elle implique, tous les principes, le jour où cette charte sera vivante, alors ce jour-là, la ville éducatrice sera elle aussi réelle et ne sera plus simplement une utopie. Quand ces principes seront si légers, quand il n'y aura plus aucun effort à fournir pour les mettre en œuvre, alors quand ces principes seront légers et indispensables, aussi indispensables que l'air pour respirer, alors ce jour-là, notre ville sera une ville diamant qui brillera. Et j'espère être là pour le voir, car bien sûr, à partir de ce moment-là, il y aura bien sûr d'autres utopies à poursuivre. Merci. Bueno, pues señores. Bien, mesdames et messieurs, vive l'utopie! Vive l'utopie qui nous a finalement toujours amenés vers des processus d'émancipation. Et d'ailleurs, c'est un mot qui n'est pas précisément à la mode. Et d'ailleurs, c'est le problème principal auquel font face les villes éducatrices qui entendent être éducatrices comme étant une aide à l'émancipation des citoyens dans tous les aspects de leur vie. Donc je pense que la dernière intervention a été suffisamment provocatrice et stimulante pour que vous développiez cette idée. Maintenant, moi j'ai un premier problème qui me vient à l'esprit. Nous voulons être éducateurs, mais le cadre au sein duquel nous travaillons est à chaque fois de plus en plus hostile. Nous voulons éduquer des valeurs, nous voulons éduquer sur le partage, nous devons éduquer pour créer des utopies sociales qui nous
pourrait nous aider, mais il y a une culture qui vient justement des écoles de business, d'affaires, qui généralement promeuvent la concurrence extrême, l'individualisme, l'auto-exploitation voulue en tant que cadre de vie. Donc nous sommes là face à un champ qui est de plus en plus hostile. Donc comment est-ce qu'on peut faire dans ce type de cadre culturel adverse? Je ne voudrais pas me répéter, mais si nous avons une augmentation des difficultés, pour ainsi dire, et moi je suis tout à fait d'accord par rapport à ce qui a été dit, même si chacun d'entre nous a dit, bon, on s'est rapproché de son propre point de vue et du point de vue de son expérience. Nous avons partagé ces principes. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que si les difficultés augmentent, aussi les besoins augmentent. Pourquoi les difficultés nous préoccupent? Ou pourquoi nous abandonnons le terrain? Moi, je crois que c'est tout à fait le contraire, en fait. Au moins, ce qui devrait arriver, c'est le contraire. Ce que tu disais, justement. Nous avons énormément de forces qui sont contraires. Et ceci nous amène à dire que cette notion ville éducatrice articule, distingue le groupe social. Il y a ceux qui sont pour la société éducatrice. Il y en a d'autres qui, au contraire, sont tout à fait contre. Nous sommes pour. L'association existe justement pour cela, pour mettre ensemble toutes les personnes qui sont pour. Et pour que ces personnes trouvent suffisamment de force aussi dans la coopération, dans les rencontres, dans des moments comme celui-ci d'aujourd'hui. La force, comme je dis, pour résister aux attaques de ceux qui ne croient pas en cette idée. Voilà. Ça, de toute façon, c'est toujours arrivé dans l'histoire. Moi, j'aimerais faire juste 2 commentaires ou observations. Je suis très d'accord par rapport au fait, cela a été dit, et je ne sais plus qui, mais que la ville éducatrice, ce n'est pas nécessaire qu'elle existe. Voilà, ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'elle soit vue en tant qu'un objectif, en tant qu'un projet, et donc comme une illusion. Illusion en espagnol, donc vue comme enthousiasme. Bon, enfin, illusion en espagnol, j'aime bien, mais c'est pas une illusion en français. Ça rend enthousiaste. Non, en effet, il a raison. Il dit que illusione en italien, c'est pas comme ça. Effectivement, c'est pas quelque chose qui est impossible. Moi, j'ai jamais étudié l'espagnol, mais illusion, si j'ai bien compris, c'est un mot positif. Effectivement, il a raison, Monsieur Alfieri. Donc, ça, c'est la ville éducatrice qui crée de l'enthousiasme. Et l'ennemi de la ville éducatrice, c'est celui qui dit « Elle n'existe pas, cette ville. C'est une utopie. C'est une façon de perdre du temps. » On a entendu cela, on nous l'a dit souvent, même les politiques. C'est une idée de Rousseau, en fait, qui se fonde sur le fait que l'homme est bon, que l'enfant est naturellement heureux. Voilà. Ça, c'est les ennemis, donc, de la ville éducatrice. C'est les personnes sceptiques et les personnes où Thanatos gagne sur Eros. Ceux qui sont pour la ville éducatrice, c'est Eros qui gagne par rapport à Thanatos. Je ne veux pas maintenant prendre le temps aux philosophes. J'aimerais parler d'une expérience actuelle. Ça fait 1 an et demi que je suis président de l'Académie des Beaux-Arts de Turin. C'est l'école en Italie. Le service est universitaire, mais l'organisation, la gouvernance est autonome. Donc, chaque conservatoire de musique et toute académie a un président
Parce que si c'était l'université, le président ne serait pas nécessaire. Bon, voilà. Alors, c'est l'expérience que je fais depuis 1 an et demi. J'ai eu l'occasion, vu que justement, on a parlé de l'importance de la créativité. Quand à un certain moment, tu as dit, quelle est la matière première? Qu'est-ce qu'il faut pour suivre la voie de la ville éducatrice? Le fait justement d'être en mesure d'imaginer quelque chose de différent par rapport à ce qu'elle était. La créativité, c'est la capacité, la force de penser à des choses différentes par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Tout le monde parle d'innovation. Tout le monde parle du fait que l'innovation, c'est l'innovation qui va nous amener, nous va permettre de sortir de la crise, parce que c'est une crise structurelle, au moins pour Occident. Et donc, j'ai entendu, selon les analyses politiques et philosophiques, étant donné que la crise est structurelle et ce n'est pas quelque chose de conjoncturel, donc il faut penser à des choses différentes. Et moi, je vis au milieu de 1500 jeunes. 400 sont chinois. Et les milliers de Chinois qui viennent dans les académies italiennes ont été envoyés. Enfin, envoyés. Ils ont fait ce choix de vie. Justement, parce qu'ils disent, en Chine, la créativité est bien difficile, mais elle serait nécessaire et nous pouvons l'apprendre dans le pays le plus créatif du monde, c'est-à-dire dans les académies où il existe cette tradition séculaire des métiers de l'art. Et moi, je suis en train de vivre cette expérience et je voulais justement confirmer le fait que il existe ce besoin, qui est un besoin politique de créativité. Et moi, j'en parle constamment avec mes étudiants. Parce que ces étudiants, pourquoi ils vont à l'académie et comment ça se fait qu'auparavant, ils sont passés par un lycée artistique? Parce qu'ils sont nés comme ça. Justement, à l'heure actuelle, en Italie, s'il n'y avait pas cette force naturelle, cette tendance naturelle, on ne choisirait pas de faire ce métier. Quand on dit aux parents, je veux faire les beaux-arts, la famille entre en crise. Les parents se préoccupent. Mais bon, de la Chine, comme je vous dis, on vient pour passer 5 ans en Italie, où finalement, on laisse libre cours à la créativité. Et moi, je suis heureux qu'à cette occasion, justement, aujourd'hui, on ait redonné de la dignité à la créativité. Et donc, par rapport à ces milliers de jeunes aussi qui acceptent les dangers et l'incertitude par rapport à l'avenir, mais ne renoncent pas à cette force. Cette force me semble fondamentale, non pas simplement pour l'art, mais pour la société en général. J'aimerais d'être bref. Il me semble qu'Angelica voulait prendre la parole. Angelica, oui, vous pouvez vous interrompre, hein, il vous suffit de lever la main. Oui, je voulais juste commenter 2 choses. La ville éducatrice n'existe pas, c'est une utopie, mais moi, je crois qu'il est bien qu'elle existe, hein, parce que il est important d'avoir ce projet à l'esprit pour pouvoir aller de l'avant. Mais bien sûr que, je pense qu'au moment où nous aurons accompli cette première réalisation, alors il y aura d'autres projets à accomplir. Je ne veux pas ici que l'on croit que ce projet doit rester à l'état de projet. Non, il faut la traduire dans la réalité pour qu'il y ait ensuite d'autres projets, d'autres utopies et que l'humanité puisse avancer. Et autre chose que j'aimerais commenter, il s'agit ici de reprendre cette idée que vous venez de mentionner, à savoir de la dignité, de la créativité. Récupérer ce que moi j'appelle la créativité. L'art, bien entendu, n'existe pas sans la capacité créative ou créatrice humaine, mais cette capacité
n'existe pas seulement dans le secteur artistique. Et je pense qu'une tâche de la ville éducatrice, c'est de créer justement une pédagogie créatrice de la citoyenneté, d'où les idées émancipatrices des citoyens, c'est-à-dire trouver des solutions aux problèmes urbains qui soient plus créatives, voir comment ensemble nous pouvons trouver des solutions plus créatives et donc dignifier cette capacité créative du citoyen lambda urbain. Voilà ce que je veux dire. Même si moi ici j'ai cité différents génies, différents grands personnages pour parler des principes créatifs, je pense que la créativité fondamentale et dont nous avons besoin est celle que nous pourrons stimuler, que nous pourrons développer jour après jour avec les citoyens lambda pour pouvoir transformer la ville dans une ville plus vitale, plus ouverte, plus éducatrice et plus créative. Oui, je suis convaincue parce que tu viens de dire, je vais essayer d'être un peu créatif et d'ajouter un mot supplémentaire, puisque je pense qu'ici, il y a un mot implicite qui n'a pas encore été cité, qui, je pense, est la réponse à toutes tes questions. C'est le mot engagement. Il y a quelques années, ce mot était particulièrement utilisé, mais dans notre société globalisée ou mondialisée, le terme d'engagement n'a cessé de perdre en substance. Et sans engagement, comme l'a dit Juan Carlos Tedesco, le pédagogue argentin de l'école, eh bien, l'école est contre-culturelle et nous sommes restés perplexes puisque, on ne s'imaginait pas du tout ça. Mais il a dit cela puisqu'il a dit que le courant universel va à l'encontre des valeurs éducatives que nous partageons. Donc ici, il faut revoir quelles sont les valeurs fondamentales de l'humanité et voir que hors de l'école, il y a une attaque constante qui est faite à ces valeurs. Donc ici, ce que l'on peut dire concernant l'école comme étant une école contre-culturelle, eh bien, peut être appliquée aux villes éducatrices puisque elles font face justement à ces difficultés, comme disait Florence Alfieri. Plus il y aura de difficultés, plus il y aura de besoins. Donc, nous ne pouvons pas accepter la fatalité, puisque si c'est le cas, alors nous serons de mauvais citoyens et de mauvais éducateurs. Donc, il n'est pas propre d'un bon citoyen et d'un bon éducateur de plier devant les difficultés. Donc, face à ces difficultés objectives d'un monde mondialisé, globalisé, anti-éducatif, anti-culturel, eh bien, il va falloir renforcer la charge éducative dans les écoles et hors des écoles. Et donc, ma revendication ici se fait par le biais d'un élément portant de renforcement des différents programmes implicites ou occultes et d'éducation, c'est le renforcement, la croissance de la citoyenneté dans les villes, puisqu'il s'agit du premier espace réel et concret dans lequel vivent ces citoyens. Et c'est seulement là que nous pourrons développer cette politique du soin, de l'attention personnalisée. Et je pense que sans engagement, sans désir de s'unir collectivement, alors je pense que la bataille de l'individualisme sera gagnée par l'individualisme. Et autre chose, il ne faut pas tomber dans le piège du langage, c'est-à-dire qu'il existe des moments au cours desquels nous sommes appropriés certains mots sous différentes acceptions. Donc ici, lorsqu'on parle d'engagement, il est clair qu'une ville éducatrice, comme cela a été dit ce matin lors de la conférence d'inauguration, et la participation. Mais ce concept de participation s'est dégradé pour devenir finalement une sorte de pantomime, une excuse pour que ceux qui veulent puissent faire sans limite. Autre concept, la durabilité ou l'appartenance. Donc, comment pouvons-nous démonter ces concepts? Dans le cas des femmes, nous avons vu le discours féministe s'est ajouté. C'est même repris maintenant dans les lois. Toutes les entreprises, soi-disant, se gargarisent de mesures égalitaires, mais au bout du compte, il n'y a pas d'égalité. Au bout du compte, nous n'avons pas les mêmes opportunités ni les mêmes droits. Donc, il y a toujours cette inégalité.
Par conséquent, que se passe-t-il? Quels sont les instruments que nous avons à disposition pour pouvoir transformer réellement la République? Puisqu'il y a des façons de faire face à ces idées qui sont des façons un peu utopiques que l'on peut incorporer au système et en les vidant de leur contenu. Donc comment pouvons-nous faire pour que cela ne soit pas désuet et inutile? Eh bien, je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, quand je vous parle de ville comme étant source principale d'éducation, je vais me concentrer plus précisément sur l'école. Pour vous dire que dans l'école, nous avons un espace idéal pour faire un travail justement sur le langage, un travail bien plus riche et bien plus intense que celui qui est fait jusqu'à présent, puisque c'est vrai que dans la langue, nous voyons un certain nombre de luttes d'intérêts sociaux et politiques. Et nous sommes conscients de ces pièges linguistiques, hein. Quand j'ai mentionné plusieurs philosophes, eh bien, j'ai voulu vous dire que les problèmes d'ordre philosophique, politique ne doivent pas se résoudre, mais doivent se dissolver, c'est-à-dire qu'il faut analyser d'un point de vue linguistique le problème et voir que si la précision des mots et la construction du discours étaient les bons, alors le problème n'existerait même plus, le conflit n'existerait même plus. Donc nous devons équiper les enfants dès l'école et d'outils linguistiques pour que leur puissance conceptuelle puisse leur permettre de reconnaître les pièges justement du langage utilisé par les démagogues. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le rôle de l'école qui est fondamental, c'est-à-dire qu'il s'agit de créer une éducation réflexive, une éducation critique, une éducation créative, une éducation qui s'occupe de ses élèves. Certes, maintenant, il s'agit aussi, je pense, d'une tâche qui incombe à toute la ville. La ville doit être un espace qui stimule à l'intérieur et à l'extérieur de l'école l'intelligence des personnes. Il s'agit ici de stimuler la capacité à dialoguer, la capacité à penser avec un jugement critique et d'aller au-delà de l'immédiateté des problèmes. Il s'agit ici de pouvoir penser aux possibles conséquences des actions de tout à chacun. Je pense que nous devons être capables d'être raisonnables aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des écoles. Donc, je pense que nous pouvons essayer de retourner la crêpe ou la tortilla, puisque nous sommes en Espagne, l'omelette, donc, puisque bon, on sait que c'est difficile hein, parfois de la retourner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les mécanismes dont dispose la ville, des mécanismes qui débouchent sur l'exclusion, l'isolement, eh bien, ce sont ces mécanismes qui peuvent être transformés pour alors être des mécanismes de dialogue, de rencontre, de travail, de la pensée. Paulo Freire disait que les humains s'humanisent dans le dialogue. Cette capacité à penser peut être travaillée simplement, uniquement en étant en contact avec l'autre. Et c'est quelque chose qui nous incombe à tout, à chacun. Il nous faut provoquer cela dans le bus, dans le métro, à l'arrêt du métro, dans les parcs, sur les places. Tout le monde doit pouvoir stimuler cette pensée critique. Dernièrement, suite à tout ce que nous avons commenté, nous sommes en train de devenir acéphales. C'est la machine qui fait tout pour nous. Nous n'avons plus besoin d'utiliser notre cerveau. Et ça, ce n'est pas juste. La ville doit stimuler cette capacité à penser. Faire en sorte que l'on veuille réfléchir, que l'on veuille participer à cette réflexion collective. Voilà ce que moi j'entends comme étant l'intelligence collective ou le cerveau social, c'est-à-dire ce frottement entre les individus pour créer la rencontre. Peut-être c'est mon expérience qui m'influe. Hein. J'ai travaillé pendant 50 ans, moitié dans la ville et moitié dans les écoles. Dans la ville, à l'administration. Par conséquent, évidemment que moi, je donne beaucoup d'importance à ces deux éléments. D'une part, l'éducation et d'autre part, la politique. La politique administrative, hein, non pas la politique politicale. La politique administre, qui gère la vie. Donc, j'ai reçu ces influences. Mais pour répondre, tu as dit quels sont les outils pour pouvoir rééquilibrer donc certaines formes de dégénération. Moi, je crois que c'est
les outils fondamentaux. D'une part, l'école et d'autre part, l'administration. On n'a pas encore parlé de démocratie. On n'a même pas cité ce mot. Ce n'est pas à la mode. Mais en réalité, dans cette ville aussi, il y a quelques jours, on a eu un espace ouvert à la démocratie, non? Au moins à la pensée et au choix de chacun. Nous ne pouvons pas l'exclure. Ne l'excluons pas, cette question, parce que ensuite, on fait des choix politiques. Et il est juste que l'on s'attend de ceux qui ont la responsabilité, qui puissent rentrer dans ces processus. Je l'ai dit au début. Peut-être je n'ai pas été claire. Mais une composante importante, parce que si nous pensons que la ville éducative va croître de façon spontanée, alors OK, c'est une utopie. Mais non, elles doivent passer aussi à travers des techniques, exactement comme l'école. On ne vit pas simplement d'une tension éducative. La tension doit devenir des façons de faire, des façons d'agir à l'école et la tension éducative aussi de la ville. Alors moi, je souligne à niveau ce que j'ai dit au début comme conclusion. Il y a la possibilité, moi je vis dans une ville qui a fait cette expérience, il existe la possibilité, parce qu'il y a donc, on a reçu la délégation de la part de la démocratie. Donc, nous, en tant qu'administrateurs, nous avons la possibilité de prendre l'initiative. Voilà, c'est ce que je voulais dire, de faire réfléchir les différentes composantes du système parce qu'ils existent. Il n'y a pas une complexité où l'on se perd. Non, il y a une complexité qui peut être réduite en détectant quelles sont les composantes et en pouvant avec chacune poser plus ou moins le même problème. C'est dans l'intérêt de tous que les citoyens soient toujours informés, parce que c'est ça le problème. Information ne veut pas dire conditionner. Non, 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 tout le contraire, parce que le conditionnement ne mène pas à l'éducation, mais pensons au théâtre grec. Ce n'était pas de la propagande, le théâtre grec, sur les valeurs qui ensuite devaient être transmises. Parce que les plus belles tragédies, Euripide ou Sophocle, ce sont des tragédies ouvertes. Elle ne te dit pas si c'est Antigone qui a raison ou Créonte. Et ce qui est beau, et moi j'ai fait cette expérience il y a 2 ans aussi avec mes neveux qui ont 16 et 13 ans. On est allé à Syracuse. On a assisté 3 jours au théâtre grec. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir que de nos jours encore, 12 000 personnes chaque soir sortaient d'Antigone et continuaient à discuter pendant toute la soirée, ensuite au restaurant, jusqu'au jour suivant, pour savoir si c'était Antigone ou Créonte avait raison. Et mes neveux ont compris, ils ont 16 ans et 13 ans, que justement l'objectif de ce théâtre grec, et ce n'est pas un hasard, c'est le fils de la démocratie de cette époque. Donc, tout le monde doit arriver au même endroit, le théâtre. Il faut que le théâtre soit très beau, soit dans la meilleure position possible. Il faut que la tragédie commence au crépuscule, quand ensuite c'est tout noir, ensuite il y a le feu, il y a l'Etna derrière. Donc, il doit y avoir une ambiance qui malheureusement à l'école on ne l'a pas. Une passion, il doit y avoir. Et ensuite, c'est à un moment-là où l'on fait force. Mais avec quoi? Avec la leçon, avec le comice, avec la propagande ou avec le théâtre? Quelque chose qui va jusqu'au fond, parce que c'est quelque chose de créatif. Avec le théâtre. Ensuite, si quelqu'un insiste, ce n'est pas... C'est un théâtre qui veut faire réfléchir les personnes. Et donc, le théâtre veut que les personnes sortent du théâtre avec un doute. Mutates mutandis, je crois que ça, c'est le travail que doit continuer de faire une ville, l'école et la ville. Une ville. Faire en sorte que les différentes composantes
tiennent compte de leurs responsabilités, avec des faits concrets, parce que moi, je ne peux pas donner d'exemple. Mais, par heureux, Turin, c'est une offre constante aux citoyens, une offre constante de possibilités de comprendre. Et comme nous disions, comprendre, ça ne veut pas dire, je termine avec la formule de Brunner, comprendre, c'est un croisement entre l'épistémologie et la déontologie, c'est-à-dire la connaissance et l'ontologie, l'ontologie, c'est-à-dire l'objectif et la passion. Et ça, c'est comprendre. C'est un discours raffiné, mais ça, c'est l'objectif. La ville éducative, c'est la ville où les personnes ont beaucoup d'occasions pour comprendre. Je m'excuse, nous n'avons plus de temps. J'ai trop parlé, dit M. Alfieri. On me dit que donc je dois clôturer et je dois donner les derniers mots-clés. Merci d'avoir participé. J'aimerais citer une philosophe qui s'appelle Marina Garcés qui nous invite à penser. Pourquoi autant de mouvements de réaction que nous avons eus pendant ces dernières années ont comme objectif le mot stop, le mot s'arrêter, le slow, le mouvement slow. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la difficulté de faire des citoyens critiques, libres penseurs, tournons à ce concept, qui soient en mesure de croire qu'ils peuvent construire une utopie, c'est plus difficile par rapport auparavant. Et donc, étant donné que la difficulté augmente, et je recueille l'esprit de la table, un besoin augmente d'avoir des villes éducatrices. Mais pour qu'il y ait des villes éducatrices, il est nécessaire, comme a dit M. Del Pozo, qu'il y ait des institutions, des personnes, des organismes, des écoles, tout le tissu social qui s'engage pour encourager la pensée. Nous avons un grand déficit par rapport à la pensée. Vive l'utopie, vive la pensée, merci. Et vive le compromiso. Vive l'engagement, l'impact. Tutte altre soluzioni.